Pour l'heure, nous retrouvons tout de suite l'information et les journaux de magazine. Steve Nadjer, bonjour. Bonjour Jacob, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage. Au sommaire, la décision très attendue de la Cour d'appel de Paris dans le dossier Sarah Halimi. Le suspect du meurtre de la sexagénaire assassinée en 2017 pourrait être déclaré irresponsable pénalement. Les explications juste après les titres. La mobilisation contre le projet de réforme des retraites continue. Édouard Philippe reçoit en fin de journée à Matignon les organisations syndicales. Et l'exécutif souffle le chaud et le froid dans ce dossier. On vous dira pourquoi dans un instant. Et puis les inquiétudes israéliennes à propos de la Russie. Les autorités locales multiplient les blocages de citoyens israéliens à l'aéroport de Moscou. Un nouvel incident a eu lieu ce matin et dans le même temps débutait tout à l'heure le procès en appel de Nahama Issachar, condamné en première instance à 7 ans de prison. Radio J. C'est une décision particulièrement attendue que doit rendre cet après-midi la Cour d'appel de Paris dans le dossier Sarah Halimi. Une question concentre en effet les débats depuis le début de l'affaire. Kobili Traoré est-il responsable pénalement du meurtre de cette sexagénaire défenestrée dans son appartement parisien dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 ? Les experts psychiatriques sont unanimes sur le fait que le suspect souffrait d'une bouffée délirante aiguë lors de son passage à l'acte. Une bouffée délirante accentuée par une forte consommation de cannabis avec la prise d'une quinzaine de joints par jour. Mais les experts divergent sur un point crucial. Cette bouffée délirante a-t-elle entraîné, oui ou non, l'abolition du discernement de l'accusé ? Pour le premier psychiatre à avoir examiné le tueur présumé, le docteur Daniel Zaguri, Kobili Traoré est responsable partiellement de son acte en raison de sa consommation volontaire et régulière de cannabis, une position partagée par le parquet. Mais deux autres groupes d'experts considèrent au contraire que l'abolition de discernement du suspect était totale au moment des faits. On reviendra sur cette décision de la Cour d'appel de Paris dans nos prochaines éditions. Après les entretiens individuels, place à la rencontre multilatérale. Édouard Philippe reçoit tout à l'heure les partenaires sociaux à l'hôtel de Matignon. Dans chaque camp, on souffle le chaud et le froid. Mardi, le Premier ministre avait affiché sa détermination sans faille à mener la réforme des retraites jusqu'au bout. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, hier, Édouard Philippe a semblé changer de braquet en affichant des gestes d'apaisement à l'égard des syndicats reçus individuellement. Et dans le même temps, c'est Emmanuel Macron, jusque-là silencieux, qui s'est dit disposé à améliorer le projet de réforme. Une valse à deux temps qui pourrait finir par affaiblir la position d'Édouard Philippe. On va faire le point avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Que faut-il attendre de la rencontre à Matignon tout à l'heure ? Elle devrait d'abord avoir lieu aux alentours de 16h. Le chef du gouvernement pourrait faire quelques annonces à l'issue de cette réunion multilatérale. Quels seront les syndicats présents ? UNSA, CGT, CFTC, MEDEF, CFDT, CPME, l'UDP, FO et la CFE-CGC. Les perspectives de débouchés sont faibles. Si on en juge par les commentaires syndicaux d'hier à la sortie des réunions individuelles, on est très très loin d'un accord, disait Laurent Berger. On n'a pas les mêmes valeurs, expliquait Philippe Martinez. À 19h, ce seront les patrons de la SNCF et de la RATP qui s'entretiendront avec l'ancien maire du Havre. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a affirmé ce matin sur Europe 1 avoir senti le Premier ministre ouvert lors de son entretien d'hier. Hier après-midi, on a senti un Premier ministre qui voulait discuter, qui a fait preuve d'ouverture, notamment sur les sujets qui sont importants pour nous, la pénibilité, le minimum de pension, la possibilité d'avoir des retraites progressives. Le nouveau secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, a de nouveau défendu l'idée d'un âge pivot ce matin sur RTL, mais il ne ferme pas la porte à la négociation, que les partenaires sociaux proposent une autre voie d'équilibre, a-t-il affirmé. Et par ailleurs, le gouvernement a mis en ligne une première version de son simulateur de retraite avec 36 cas types. Et l'opinion reste majoritairement opposée à cette réforme des retraites. En effet, selon un sondage ELAB pour BFM TV, ils sont 57% à être hostiles à ce projet. Une défiance qui a progressé de 8 points en une semaine. 61% des Français n'approuvent pas la création d'un âge d'équilibre à 64 ans, selon un sondage Ipsos pour CNews et Sud Radio publié aujourd'hui. Ils sont en revanche 66% à soutenir la mise en place d'un système de retraite universel mettant fin aux régimes spéciaux. Plus généralement, 54% de Français soutiennent ou expriment de la sympathie à l'égard de la mobilisation des principales organisations syndicales et de jeunesse qui mènent le mouvement de grève contre la réforme présentée par le gouvernement. On fait un point sur le trafic. Il reste extrêmement perturbé dans les transports et sur les routes pour le 15e jour consécutif de grève. Dans le métro, cela s'améliore quelque peu puisque contrairement aux jours précédents, 6 lignes sont totalement fermées au lieu de 8. Les lignes automatisées 1 et 14 fonctionnent normalement.
La SNCF prévoit 2 TGV sur 5 et 4 TER sur 10 aujourd'hui. Nouvelle baisse du taux de grévistes qui descend à 11,7%, mais 60,5% des conducteurs en grève selon la direction du groupe. Pour le RER A, un train sur 2 circule uniquement en heure de pointe. Sur la B, c'est un train sur 3 qui fonctionne. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a demandé ce matin sur RTL que les abonnements des voyageurs pendant les jours de grève soient remboursés par la SNCF et la RATP. Elle prévoit ainsi d'instaurer une plateforme de remboursement pour faciliter le processus. Absolument. Et moi, ce que je demande face à ça, c'est que on rembourse. Je demande à la RATP et à la SNCF de rembourser les voyageurs, de les rembourser intégralement pour tous les jours de grève. Ça fait déjà 15 jours. Donc ça fait déjà un demi-abonnement, un demi-mois d'abonnement qui a été complètement gâché par cette grève. Alors oui, je demande qu'on indemnise tous les voyageurs et qu'on ne m'oppose pas le fait que sur certaines lignes, il y aurait eu du service fait, parce que la vérité, c'est que pour tous les voyageurs, service minimum a été égal à service quasi zéro. Qu'en est-il, Gabriel, du trafic des trains pour Noël ? La SNCF a affirmé à France Info qu'elle présenterait le détail de son plan grève demain après-midi. Au lieu d'aujourd'hui, des SMS et mails seront par ailleurs envoyés aux passagers concernés. En revanche, ceux qui ont des billets pour circuler mercredi 25, jour de Noël, et jeudi 26 décembre seront fixés en début de semaine prochaine. Sur les routes, plus de 280 km de bouchons cumulés ont été recensés ce matin à 7h30. On va marquer une page de publicité. On se retrouve dans un instant pour détailler l'actualité israélienne et internationale. Radio J. Et la suite de l'information, Steve Nadjar. Les perturbations s'accumulent sur la ligne Jérusalem-Moscou. L'affaire Nahama Issachar continue de tendre les relations entre les deux capitales. Cette jeune femme israélienne est emprisonnée dans les environs de la capitale russe depuis avril dernier. Les autorités locales l'accusent de contrebande de drogue après avoir trouvé dans ses bagages quelques grammes de marijuana. Condamnée à une peine de 7 ans de prison, Nahama Issachar avait rendez-vous ce matin avec les juges lors de son procès en appel. Je ne savais pas avoir signé une confession, s'est défendue l'israélienne, ajoutant qu'aucun traducteur n'était présent lors de son interrogatoire. Une délégation de hauts diplomates russes est arrivée dans le même temps en Israël en début de journée pour une rencontre avec leur homologue israélien. Au menu de leur discussion, la détention hier de 46 citoyens israéliens à l'aéroport de Moscou. Et on a appris il y a quelques minutes qu'un autre avion El-Al avait été bloqué aujourd'hui par les autorités russes. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Il ne fait pas bon ces temps-ci être un voyageur israélien à l'aéroport de Moscou. La semaine dernière, 8 hommes d'affaires israéliens se sont vus refuser l'entrée sur le territoire russe à leur arrivée de Tel Aviv. Retenus durant des heures, ils ont ensuite été confinés 2 jours durant dans une chambre d'hôtel avant d'être finalement refoulés vers Israël. Motif, ils n'avaient pas présenté de visa de travail alors que ce document n'a jamais été exigé pour l'entrée de ressortissants israéliens. Hier, même punition, même motif pour 46 Israéliens, dont plusieurs enfants, eux aussi arrivés à bord d'un vol El-Al et coincés pendant de longues heures à l'aéroport de Domodedovo. Leurs passeports ont été confisqués, on a pris leurs photos et leurs empreintes et ils ont dû subir un interrogatoire sans interprète. Au bout d'une demi-journée pourtant, la plupart d'entre eux avaient finalement été autorisés à entrer en Russie. Ces incidents font suite à la tragique affaire de Nahama Issachar, cette jeune Israélienne arrêtée au printemps dernier alors qu'elle était en transit à l'aéroport de Moscou en route vers Israël. La police avait découvert quelques grammes de hashish dans ses bagages. Depuis, elle a été emprisonnée et condamnée à 7 ans et demi de prison. La jeune femme doit d'ailleurs comparaître aujourd'hui devant la cour d'appel. Difficile à ce stade de dire si les affaires sont liées. Ce qui est certain en revanche, c'est que les autorités russes pensent avoir trouvé le moyen de rendre à Israël la monnaie de sa pièce. En effet, les autorités d'immigration israéliennes ont renforcé leur contrôle sur les touristes russes, dont certains utilisent leur visa de 3 mois pour rester en Israël et y travailler sans permis. Selon l'ambassade russe à Tel Aviv, Israël aurait refoulé depuis le début de l'année pas moins de 5700 ressortissants russes, dont plus de 500 pour le seul mois de novembre. Selon les chiffres publiés en 2018 par l'autorité israélienne d'immigration, ce sont près de 70 000 ressortissants des pays de l'ancien
ancien bloc soviétique qui serait entré l'an dernier en Israël avec un visa de touriste et qui y serait resté illégalement. En 2017, Israël a expulsé 5800 étrangers en situation illégale. 80% d'entre eux venaient de Géorgie et d'Ukraine. Il s'agit, mais pas seulement, de ressortissants ayant de la famille en Israël, mais qui ne sont pas habilités à bénéficier de la loi du retour. Les autres entrent en Israël pour y trouver un emploi. Il y a en Israël environ 90 000 travailleurs étrangers avec des permis de travail qui sont principalement employés dans la construction et les services à la personne. Les récents incidents sont probablement un moyen de pression voulu par Moscou pour contraindre Israël à réviser sa politique à l'égard des ressortissants russes et augmenter son quota de visas, à la différence près que les Israéliens retenus et intimidés par les autorités russes à l'aéroport de Moscou étaient réellement des touristes et des hommes d'affaires qui n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour. Ce sont environ 200 000 Israéliens qui visitent la Russie chaque année. Beaucoup pourraient préférer une destination plus accueillante. Politique avec la campagne pour la primaire du Likoud qui s'intensifie. Une cour interne au parti de droite doit décider aujourd'hui du maintien de l'élection interne pour établir la liste des candidats Likoud à la 23e Knesset. Selon la 12e chaîne de télévision israélienne, Benjamin Netanyahou souhaiterait organiser des primaires pour punir les élus qui auraient soutenu son rival Gideon Sa'ar pour la direction du parti. Du côté du Chasse, l'affiche de campagne du parti religieux séfarade est prête à passer sous les rotatives. Et Chasse ne passe pas par 4 chemins. Le document de campagne montre une image du chef du parti Aryeh Deri aux côtés de Benjamin Netanyahou, accompagné de ce slogan « Aryeh Tsarich Bibi Chazak », soit en français « Aryeh a besoin d'un Bibi fort ». Mais la soirée hier était dominée par la cérémonie d'hommage au procureur Shai Nitzan, adjoint d'Avishai Mendelblit, et au cœur de la procédure contre le Premier ministre sortant. Revue de presse de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. La vie politique, mais également la vie juridique qui s'imbrique plus que jamais reprennent le devant ce matin dans la presse israélienne, avec en particulier l'étonnante cérémonie d'adieu hier à Shai Nitzan, le procureur de l'État sortant, qui a quitté le parquet dans une période d'effervescence sans précédent. En effet, tous les journaux soulignent que lors de cette cérémonie, la remplaçante de Shai Nitzan, nommée par le ministre de la Justice Amir Ohana, il s'agit de la juriste Orly Ben-Ari Ginsberg, devait être installée officiellement dans ses fonctions et prendre la parole. Mais quelques minutes avant le début de la cérémonie, qui s'est tenue devant plusieurs centaines de juristes du parquet et des tribunaux israéliens, la Cour suprême a donné suite à un recours déposé contre une telle nomination et l'a purement et simplement gelé. Le ministre de la Justice a alors regretté dans son intervention que le public présent ne puisse pas entendre parler la nouvelle procureure par intérim. Mais a-t-il dit, vous allez entendre parler d'elle. Le parquet n'est pas une cour privée. La nomination d'Orly Ben-Ari a été faite selon la loi, a-t-il lancé. Quant au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, il a ensuite déclaré sous les applaudissements des juristes qu'il restait farouchement opposé à une telle nomination. Pas sur le plan personnel, a-t-il dit, mais sur le plan de la procédure. Bref, le bras de fer entre les deux hommes s'intensifie et face à ce bras de fer juridique, eh bien, le juriste Pinchas Marinsky écrit ce matin dans le Israël Hayom que la Cour suprême se doit, en cette période trouble, de montrer qu'elle fait justice de la manière la plus équitable qui soit, et si elle veut bénéficier, bien entendu, et continuer à bénéficier de la confiance du peuple. Quant à Akiva Bigman, toujours dans le Israël Hayom, il affirme que les juristes et les politiques jouent actuellement avec le feu. Le reste de l'actualité israélienne, une roquette a été tirée cette nuit depuis Gaza vers Israël avant d'être interceptée par le Dôme de Fer. En riposte, des avions de Tsahal ont ciblé des sites de production d'armes à Gaza. L'alerte à la roquette a retenti dans la ville de Sderot et dans d'autres localités frontalières de Gaza, indiquant aux habitants de se rendre dans les abris les plus proches. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun dégât n'a été signalé. La zone de pêche gazaoui a été réduite à 10 000 marins ce matin. Diplomatie, les États-Unis ont rejeté la position du Conseil de sécurité des Nations Unies selon laquelle les implantations israéliennes en Judée-Samarie sont illégales. L'administration Trump s'est opposée à la résolution 2334 adoptée en 2016 qui exige de nouveau d'Israël qu'il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est. Cela ne surprendra personne dans cette enceinte de m'entendre dire que l'administration Trump s'oppose fermement à la résolution 2334. Elle est unilatérale et critique injustement Israël, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis
auprès de l'ONU, Kelly Craft, au Conseil de sécurité. Et puis l'ambassadrice d'Israël en France exprime sa préoccupation face à la montée de l'antisémitisme dans le pays, selon le Jerusalem Post. En 4 ans, j'ai vu à quel point les actes antisémites et antisionistes n'ont fait qu'augmenter en France, a déclaré Alisa Binoun lors d'une conférence à Paris organisée par l'Organisation sioniste mondiale. Selon l'ambassadrice, les juifs français se sont habitués à être harcelés dans la rue et à recevoir des insultes antisémites. J'ai vu comment les frontières se sont brisées au fil du temps et comment certaines personnes se sont exprimées librement sur des choses qui étaient autrefois tabous. C'est désolé Alisa Binoun. Elle a cependant souligné une amélioration de la situation lorsque l'Assemblée nationale a adopté début décembre la résolution de La République en marche visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme et largement soutenue par l'ambassade. Alisa Binoun qui devrait bientôt achever sa mission à Paris. On se retrouve dans une poignée de secondes avec au menu l'impeachment de Donald Trump aux États-Unis. La suite des informations, Steve Nadjar. Tremblement de terre politique aux États-Unis. La Chambre des représentants a voté cette nuit la mise en accusation de Donald Trump. Le premier article d'impeachment concernant l'abus de pouvoir a été soutenu par 230 voix contre 197, Gabriel. Le second concernant l'obstruction au Congrès a été voté par 229 voix contre 198. C'est le troisième président américain à être mis en accusation après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Il appartient désormais au Sénat de juger Donald Trump sans doute en janvier. Les républicains qui contrôlent la Chambre haute ont la ferme intention d'acquitter leur président. Le président a confiance dans le Sénat pour rétablir l'ordre, a réagi dans la foulée la Maison-Blanche. Il est prêt pour les prochaines étapes et a confiance dans le fait qu'il sera totalement disculpé. Autre réaction, celle de Vladimir Poutine. Le président russe a déclaré que la procédure de destitution du Congrès américain contre Donald Trump pour abus de pouvoir est basée sur des accusations totalement inventées. L'Allemagne a voté ce midi une motion interdisant toute activité du Hezbollah sur son territoire. Il s'agit d'une initiative non contraignante du Parlement. Selon un rapport, le nombre d'agents de l'organisation terroriste libanaise est en augmentation outre-Rhin. Et c'est dans ce contexte que la situation au Liban inquiète pour le spécialiste du pays du Cèdre, Jacques Neria. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour une insurrection. Il répondait ce matin aux questions de Pascal Sunshine. Écoutez, la crise libanaise est loin d'être résolue. Rien qu'hier, Saad Hariri, c'est le Premier ministre quittant et qui est aujourd'hui acte en quelque sorte de chef de gouvernement en transition, a annoncé très clairement qu'il n'était pas intéressé à former le prochain gouvernement. Ce qui fait que nous sommes devant, je dirais, une impasse ici constitutionnelle où le régime libanais n'arrive pas à se décider, ni à décider de prendre une décision très simple, de former un gouvernement de technocrates pour pouvoir, je dirais, passer cette période de transition qui est incontestable aujourd'hui, qui est très difficile. La situation économique au Liban est catastrophique. Le revenu moyen d'un Libanais est de $4 par jour dans la région de Beyrouth et de $2 par jour au nord. La livre libanaise est passée de 1500 livres libanaises pour le dollar à 2400 livres libanaises pour le dollar. C'est un désastre pour l'économie libanaise et je pense que nous sommes très proches d'une faillite de l'économie libanaise. Cette faillite de l'économie libanaise et aussi cette contestation dans la rue libanaise, est-ce qu'il y a là un potentiel pour quelque chose qui pourrait déboucher sur une forme d'insurrection ou de guerre civile? Le Liban en a déjà connu. Écoutez, tous les ingrédients sont là. Il ne suffit, je veux dire, j'ai préféré choisir il y a quelques jours cette image que les différents partis ont le pied sur le frein et j'essaie de freiner la voiture au maximum alors que les freins n'existent plus. Donc nous sommes là, nous arrivons à grande vitesse à une confrontation parce que en premier lieu le Hezbollah qui est intéressé à avoir un gouvernement ne l'a pas. Donc, il est en train de faire un forcing sur le terrain. Ses sbires et ses milices sont en train d'attaquer les manifestants. On a déjà vu des premiers accrochages entre les milices des Kataïb, des phalanges libanaises chrétiennes et de Hezbollah. Ce qui fait que pour l'instant, je dirais, nous approchons à pas de géant vers une confrontation qui va dégénérer en une guerre civile au Liban comme elle l'a été depuis en 1975 jusqu'aux années fin des années 90. Donc nous sommes là, je dirais, dans une situation assez bizarre
est très dangereuse pour la stabilité de la région. On termine ce journal avec de la musique. À l'approche de Hanouka, le groupe juif américain Maccabitz vient de sortir son nouveau titre pour l'occasion. Il s'intitule Pan Fry, soit poêle à frire, une allusion au beignet de Hanouka. La chanson s'inspire du hit de l'été dernier Bad Guy de Billie Eilish et appelle à exposer publiquement le miracle de Hanouka quelques jours après l'attaque contre un supermarché cachère dans le New Jersey. On écoute tout de suite le titre. Delectable. This time of year we've sung about dishes we'd never go without, simple to make without a doubt, and so traditional. The Greeks were tough guys, made our life so rough guys. Judah said enough guys, let's go get the bad guys. Had a big fight, temple turned out alright. Oil burned for 8 nights, festival of bright lights. Time to pan fry. Yum. Une chanson à retrouver sur YouTube et toutes les plateformes sociales. C'est la fin de ce journal magazine. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à 15h avec le Flash. Tout de suite, l'émission Pont Neuf présentée par Shlomo Malka. Je vous souhaite un excellent après-midi à l'écoute de Radio J. Prenez soin de vous.